La justice a parfois le tueur sous les yeux, à portée de main, sans enquête ou presque. Certains sont pris en flagrant délit, d'autres assument leur crime et pourtant, l'instruction est loin d'être terminée. Parce qu'il faut tenter de comprendre pour juger. Ces crimes flagrants, je vais vous les raconter aussi. Ces histoires de criminels d'un genre très particulier, qui ne se cachent pas, ou si peu, ou si mal. Carole, une mère de famille du Pas-de-Calais, un petit bout de femme de 42 ans, toute fluette. William, lui, il avait 20 ans. Il vivait dans les Bouches-du-Rhône, une armoire à glace de 130 kilos. 2 dossiers, 2 victimes très différentes, mais un point commun entre ces 2 affaires, Carole et William sont tous les 2 devenus des souffres-douleurs d'adultes dont ils ont tout accepté, jusqu'à l'innommable. C'est lui qui m'a ouvert mon crâne. Ah, le choc. Et après, il m'a mis un coup de tête, alors là, tout a explosé. Un soir où elle est porteuse de bottes. Avec son briquet, il va y mettre le feu. C'est lui qui décidait de ce qu'ils allaient faire subir à Carole. C'était comme un chef d'orchestre dans l'horreur. Il me disait tout le temps, j'aime pas ta gueule, t'as une gueule d'Hitler. Carole a échappé à temps à ses bourreaux, un couple et son neveu. William, lui, est mort. Par la faute de 5 personnes, par la violence des uns et la lâcheté des autres. Des humiliations, des tortures, des coups, un viol, il n'y avait pas de limite pour punir William. Quelle est la douleur ressentie de 12 dents arrachées à vif? Il n'y a pas de plus douloureux que ce qui a été vécu par William Modolo. Comment des adultes sains d'esprit peuvent-ils devenir des tortionnaires? Et pourquoi accepter leur violence? Ce qui est frappant et désolant, c'est que ça s'est déroulé à quelques encablures de la prétendue civilisation. Qui sont les bourreaux? Qui sont leurs souffres-douleurs? Pépin, à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Marseille, le lundi 22 mai 2006. Mes parents n'avaient plus de nouvelles de William depuis 3 ou 4 jours. Ils n'avaient plus de réponse sur son téléphone. Ils ont commencé à se dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de nouvelles? Pour eux, c'était inquiétant. William, il allait faire 21 ans en juin. Il était en recherche d'emploi. Willy, dis quelque chose. Avec tes lunettes, tu es vraiment une intello. Il était très naïf, très enfantin. Et puis, ça faisait 3 mois qu'il fréquentait des personnes un peu marginalisées. Des SDF, on n'avait pas l'habitude de ce genre de fréquentation. Dans l'après-midi, Roselyne Modolo, la mère de William, se rend donc à la gendarmerie pour signaler la disparition de son fils. Les gendarmes lui annoncent qu'ils ont retrouvé un corps sur la commune de Saint-Cana. Une découverte qui date du matin même. Il ne pouvait pas nous dire exactement si c'était lui. Il n'était pas reconnaissable du tout. On continuait à y croire. On continuait à se dire non, mon frère il va revenir. C'est pas lui. C'est pas vrai. Une semaine, 15 jours, là on a le test ADN. C'est lui. C'est véritablement lui. Et là, on est perdu. C'est pas possible. Pas nous. Ouais, ça peut pas arriver quelque chose comme ça. C'est dans la garrigue de Saint-Cana, à 50 km au nord de son village,
qu'un couple de promeneurs a découvert le corps de William. Le corps est dénudé, à plat ventre, et commence à présenter quelques signes de putréfaction. Le légiste qui assure la levée du corps date la mort à 3 ou 4 jours. Le corps est marqué en différents endroits, avec des plaies importantes au niveau du crâne, au niveau de la face. Il y a des traces de coups, de brûlures dans le dos, sur les jambes. 2 dents sont découvertes à hauteur du visage de la victime. On pense immédiatement à une forme d'acharnement. Et très vite, les gendarmes mettent la main sur ce qui pourrait bien être l'arme du crime. On découvre un morceau de rocher de 32 kg qui présente des traces de sang. Pendant que les gendarmes travaillent sur la scène de crime, au même moment, plus au sud, une jeune femme se présente chez leurs collègues de la gendarmerie de Gardanne. Cette jeune femme indique qu'elle a été témoin d'un meurtre commis 3 jours auparavant sur la commune de Saint-Cana. Les gendarmes tiennent là un témoin capital. Elle s'appelle Barbara Jean-Louis. Elle a 23 ans. Les éléments qu'elle apporte correspondent en tout point avec les stigmates découverts sur le corps de William Modolo. Elle parle de coups avec une barre de fer, de coups avec une barre de bois, de dents arrachées, de tournevis plantés dans l'omoplate, de brûlures à l'aide de la grille d'un barbecue. C'est la première fois où je voyais autant de sévices et autant de tortures. On n'est évidemment pas insensible. Qu'est-ce qui pousse un être humain à faire souffrir un autre être humain à ce point-là? C'est assez terrible. Dominique, les gendarmes parlent d'un corps supplicié. Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué la mort de William Modolo? Alors, 2 légistes ont travaillé une journée entière pour autopsier le corps de William Modolo. Ils concluent qu'il est impossible de retenir une seule cause de la mort. Pour eux, c'est l'ensemble des sévices qu'a subi William Modolo qui ont provoqué sa mort. Et parmi ces sévices, on voit 13 plaies profondes à la tête avec fracture du crâne provoquée par un objet contondant. En l'occurrence, la pierre retrouvée sur la scène de crime. C'est un fracas maxillo-facial, c'est-à-dire des fractures ouvertes qui s'étendent en masque depuis la mâchoire jusqu'au front. Les légistes notent aussi des lésions provoquées par un instrument piquant partout dans cette zone autour du cou, dont une plaie qui descend sur 9 cm, qui passe sous l'omoplate et qui perfore le poumon. Et puis, il a partout sur le corps des ecchymoses et des traces de brûlure. Un massacre. Les tics ont ramassé 2 dents sur la scène de crime? Il n'y a pas seulement 2 dents, Christophe. Ce sont 12 dents plus 3 couronnes qui ont été arrachées à vif de la bouche de William Modolo. La dentiste expert parle de dents fraîchement arrachées. 12 dents arrachées sur un homme vivant, conscient? C'est inimaginable. Alors, d'après l'expert dentiste, il avait en plus des dents qui étaient solidement ancrées dans l'os. Donc il a fallu, écrit-elle, une force certaine pour les arracher. Et compte tenu de la douleur inouïe qu'il a dû ressentir, elle considère qu'il a pu perdre conscience. Elle ajoute que l'arrachement massif de toutes ses dents et ses couronnes a provoqué une telle hémorragie que ça aurait pu le faire mourir. Oui, avec tout le sang perdu, évidemment. Il y a eu des sévices sexuels? Oui, il y a eu des sévices sexuels, des blessures sévères constatées dans la zone anale. Et les experts disent qu'elles sont suffisamment graves pour, si William Modolo avait survécu, provoquer un handicap à vie. Il a été violé, il a été martyrisé. Alors autant vous dire que les gendarmes prennent sacrément au sérieux la visite de cette Barbara quand elle vient leur dire qu'elle a assisté au meurtre. Le jour, Barbara Jean-Louis s'occupe de très jeunes enfants dans une crèche de Gardanne. Le soir, elle zone dans un campement sauvage à la sortie d'Aix-en-Provence. C'est une caravane qui est entreposée à l'intérieur d'un vallon à proximité d'une petite route de campagne.
Sur place vit le couple Jean-Pierre Planquel et Aurélie Piteux. Planquel, c'est l'ex de Barbara. Différents profils se rejoignent sur le campement. Certains sont des marginaux, SDF, d'autres sont des gens en difficulté sociale qui viennent sur place pour consommer de l'alcool ou des stupéfiants. Devant les gendarmes, Barbara Jean-Louis replonge dans la soirée du jeudi 18 mai. Quand elle est arrivée sur le campement, c'est William qu'elle a remarqué. Le petit jeune de la bande vivait là depuis plusieurs jours. Elle lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, Modolo lui répond qu'il ne peut pas parler parce qu'il a mal aux dents. Il saigne de la bouche, il est hagard, hébété, il a du mal à s'exprimer. Et donc elle sent bien que quelque chose de grave s'est passé. À proximité se trouve Jean-Pierre Planquel avec une pince dans les mains. Et Planquel explique qu'il a arraché des dents de la bouche de Modolo parce qu'il a fait une connerie, il a volé un saucisson sur le campement. Jean-Pierre Planquel, il est très décontracté, très étranger à la situation. Il joue avec Modolo. Il ne prend pas la dimension de l'horreur de ce qu'il est en train de réaliser. Il semble fier et il exhibe à Barbara Jean-Louis un petit cendrier de couleur blanche avec des motifs de couleur. Et ce cendrier est rempli de dents. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, lâche Barbara Jean-Louis. Barbara Jean-Louis appelle son compagnon, Arnaud Frappèche. Il va arriver à bord de son véhicule, accompagné d'un ami à lui, qui s'appelle Franck Julien. Et les appels à l'aide pour faire en sorte que les souffrances infligées à Modolo cessent immédiatement. C'est pas exactement ce qui va se passer. Jean-Pierre Planquel s'empare d'une bouteille de bière en verre, ordonne à Modolo de se mettre à quatre pattes, d'enlever son pantalon. À cet instant-là, Modolo aura ces mots « non, pas la bouteille, non, pas la bouteille ». Non, pas la bouteille, non, pas la bouteille. C'est un cri de souffrance, hein. C'est un cri de souffrance. On envisage de lui faire subir à nouveau un viol. La veille, sous la toile de tente, une bouteille de bière a été introduite dans l'anus de Modolo par Jean-Pierre Planquel en présence de Aurélie Piteux. Un viol, mais pas deux. Barbara Jean-Louis raconte qu'elle a réussi à raisonner Planquel. Elle dira que ça suffit, que Modolo est dans un état d'épuisement total et qu'il faut le sortir de là et l'accompagner ailleurs. Aux alentours de 22h, le convoi se met en route pour ramener William Modolo chez sa tante à Saint-Cana. C'est en tout cas de cette manière-là que Barbara Jean-Louis présente les choses. Barbara conduit, Planquel est assis à côté d'elle. À l'arrière, Aurélie Piteux et William Modolo, la victime. Arnaud Frappèche, le compagnon de Barbara, et son pote Franck Julien prennent la tête du convoi dans la seconde voiture. À un certain moment, ils vont s'arrêter en bord de route. Il va y avoir une dispute entre Jean-Pierre Planquel et Arnaud Frappèche qui va amener le convoi à se séparer. Arnaud Frappèche et Franck Julien quittent les lieux et retournent à leur domicile. Toujours au volant de sa voiture, Barbara reprend la route sur les indications de Planquel. C'est lui qui va inviter Barbara à tourner dans un petit chemin en terre. Il va lui demander d'arrêter le véhicule en indiquant à Barbara et à Aurélie « Je dois régler les comptes » et il s'éloigne dans la garrigue suivi par William Modolo.
Barbara Jean-Louis, après quelques instants, elle entend William Modolo crier « Arrête, arrête !» Elle s'approche, éclairée avec la lumière de son téléphone portable. Elle voit William Modolo allongé sur le sol et Jean-Pierre Planquel à proximité, avec une pierre à la main, qu'elle décrit comme la grosseur d'une tête. Elle s'est rendue compte qu'en réalité, il était en train de le tuer. Et Jean-Pierre Planquel assène des coups avec cette pierre sur le crâne de William Modolo. Modolo est en train de s'étouffer et il aurait, à l'endroit de Barbara, poussé une supplique en lui disant « Aide-moi, aide-moi ». Mais au moment où elle s'approche de lui, en réalité, il avait lancé le dernier cri. Jean-Pierre Planquel, à ce moment-là, il va également sortir un couteau de sa poche et asséner plusieurs coups de couteau pour s'assurer que Modolo est bien mort. Avec le couteau, il a découpé les habits de William, puis il m'a attrapé violemment par le cou pour me forcer à l'aider à le traîner et mettre le corps de William dans une petite crevasse. Jean-Pierre Planquel va indiquer à Barbara Jean-Louis que désormais ils ont un secret en commun. Il fait référence à un film qui s'appelle « Souviens-toi l'été dernier », au cours duquel le corps d'une personne qui a été renversée par accident est dissimulé par un groupe de jeunes. Le message, c'est il ne s'est rien passé. Les uns et les autres doivent rester solidaires, ils doivent se taire. Pendant 3 jours, Barbara a réussi à tenir sa langue, avant de craquer, de se livrer aux gendarmes et puis aux juges. Alors, lorsque Barbara Jean-Louis m'est présentée, je la mets en examen pour non-dénonciation de crime, disparition de preuves et non-empêchement de crime. Barbara, à un moment donné, elle a eu des éclairs de lucidité, des sursauts de conscience. Même si les choses qui ont été réalisées sont horribles, elle ne les a pas réfléchies, elle ne les a pas voulues, elle était terrorisée. Barbara Jean-Louis écrouée, la priorité des gendarmes, c'est maintenant de mettre la main sur le reste de la bande. Et en 3 jours, et 2 coups de filet, tout le monde est en garde à vue. À commencer par celui qui est présenté comme le tortionnaire en chef, Jean-Pierre Planquel. Souvent, lorsqu'on place en garde à vue des gens dans des dossiers criminels, il faut de nombreuses heures avant qu'on commence à avoir des versions détaillées. Dans cette affaire, on a, entre guillemets, juste à écouter, retranscrire ce qu'il nous raconte plutôt spontanément. Jean-Pierre Planquel va se livrer pendant plus d'1 heure, avant même qu'on lui pose des questions. Il va détailler tout ce qu'il a vu, il va détailler ce qu'il a fait. Sa principale phrase, c'est de dire « Je sais ce que j'ai fait, j'assume, mais je veux aussi que les autres assument ce qu'ils ont fait. » Si on écoute Planquel, tout le monde, ou presque, a maltraité William. On comprend que c'est le souffre-douleur du groupe. Il y a eu des violences qui ont été exercées sur lui depuis manifestement plusieurs semaines. William faisait des bêtises, ça peut arriver, mais plutôt que de le lui faire remarquer gentiment et de façon humaine, non, il était immédiatement châtié, frappé. Pour des raisons très futiles, il a abîmé la capote de la voiture de Franck Julien ou endommagé le groupe électrogène qui alimente le campement. Et chaque fois, on lui a infligé des sanctions qui ont été de plus en plus violentes, de plus en plus mutilantes. Tous les objets qui tombent sous la main sont employés. Bâton, barre de fer, grille du barbecue, marchepied de la caravane. Autant de pièces à conviction retrouvées pendant la perquisition du campement. Dans un sac poubelle, on découvre une bouteille de bière de marque Heineken avec des résidus d'excréments, des éléments pileux. On fera rapidement le lien avec les faits de viol sur Modolo. Le viol de William, la veille de sa mise à mort. Planquel affirme qu'il n'a fait que regarder. Il était dans la tente avec Franck Julien à ce moment-là, avec Aurélie Piteux, et il se contente de dire qu'il a regardé. Il indique que c'est Franck Julien qui a commis ce viol. Franck Julien, il raconte des coups, c'est vrai qu'il y en a eu, décrit des violences diverses et variées.
Mais Franck Julien n'admettra jamais avoir été l'auteur de ce viol. En garde à vue, tous les tortionnaires s'accordent au moins sur une chose. Le soir du meurtre, ce n'est pas pour un simple vol de saucisson que la situation a dérapé. C'est le string qui a vraiment tout déclenché. Jean-Pierre Planquel découvre un string appartenant à sa copine Aurélie dans la poche de William Modolo. Pour en faire un usage, je dirais, érotique et fantasmatique, pour tout dire, pour se masturber. Et ça, Planquel ne le supporte pas. Il veut bien partager son gîte, mais il ne partagera pas où elle est. Il lui donne des coups de béquille et s'ensuit l'épisode des dents. Jean-Pierre Planquel déclare que c'est Franck Julien qui a arraché toutes les dents et qu'il est totalement étranger à cela. Franck disait qu'il lui enlevait une dent pour chaque connerie, et comme il en avait fait beaucoup... Franck Julien, il reconnaît participer à l'arrachage des dents, mais d'une manière minime. Alors on est dans une comptabilité qui est absolument macabre, hein. Combien de dents on part sur 3 ou 4 dents. L'arrachage des dents de William Modolo, c'est le point de non-retour. C'est le moment où on sait qu'il faudra ou assumer ses responsabilités, et ça veut dire des années de prison, ou faire disparaître William Modolo. Il était très blanc, il perdait énormément de sang, il perdait conscience, donc il fallait trouver une solution. On aurait pu attendre que les bleus et les traces de coups se résorbent, mais les dents ça repousse pas. Alors voilà, on a décidé de le finir. Lâche Planquel. On sait bien qu'il ne s'en sortira pas. Donc l'idée, c'est de l'abandonner, mais de savoir où l'abandonner. Vient l'idée des calanques. Franck Julien il propose qu'on le jette à la mer. Il précise même qu'il faudrait lui couper les jambes parce que, paraît-il, ça signe les crimes de proxénètes. Vient ensuite l'idée des alpilles. Arnaud Frappèche affirme qu'il a déjà tué quelqu'un et que dans les Alpilles, il l'a enterré. Un vote a eu lieu. C'est la deuxième option qui a été retenue, de l'amener dans les Alpilles et de lui donner la mort sur place. Mais sur la route des Alpilles, le convoi fait un arrêt imprévu qui bouscule le plan de départ. Planquel assène un coup à Frappèche qui ne le supporte pas. Arnaud Frappèche, c'est le guide, c'est lui qui conduit le convoi jusqu'à l'endroit qu'il connaît. Arnaud Frappèche décide qu'après tout, ils se débrouilleront sans nous. Barbara ne sait plus véritablement où elle est. William Modolo se sentant de plus en plus mal, on va se retrouver dans la voiture avec un cadavre, tout simplement. Il faut donc faire au plus vite. Le premier chemin qu'on trouve, on s'y arrête. C'est une coïncidence si ça se passe à Saint-Cana. Jean-Pierre Planquel, il assume parfaitement être l'auteur de l'homicide. Avoir jeté la première pierre et l'avoir achevé finalement. Mais il dit aussi que Barbara Jean-Louis y a participé. Jean-Pierre Planquel affirme que Barbara l'a aidé à sortir William de la voiture parce que William est inerte. Il arrive au bout. Il explique qu'à un moment, alors qu'elle éclairait, elle a posé son téléphone et qu'elle a elle-même pris une pierre et qu'elle l'a jetée sur le crâne de William Modolo. Ils ont jeté chacun une pierre. Si lui est assassin, elle est également assassin. Ce qui apparaît au travers des interrogatoires, c'est que personne n'a les mains propres. Tout le monde a participé, à des degrés divers, aux violences et ensuite au meurtre de William Modolo. À l'issue de sa garde à vue, Jean-Pierre Planquel est mis en examen pour assassinat, le reste de la bande pour complicité d'assassinat, avec pour tous l'infraction d'actes de torture et de barbarie. Reste une question. William, pourquoi il ne s'est pas sauvé, William ? William, c'était un gros nounours. Il avait beau avoir 20 ans. Il avait ce besoin d'avoir beaucoup de câlins, de bisous. Il avait beaucoup d'amour en lui. C'est un sentimental, William. Un gamin avec de l'amour à revendre
du haut de son 1,80 m et de ses 130 kilos. Sa boulimie, c'était un problème. Il avait été soigné, il avait fait une cure, mais la boulimie de temps en temps revenait. Il était probablement sujet à beaucoup de moqueries, de railleries, donc ça provoque de grandes difficultés d'intégration. Il a vraiment envie d'avoir une relation sentimentale. Il a proposé à certaines de ses amies, et toutes lui ont dit qu'elles préféraient rester amies et pas devenir sa petite amie. Il n'avait pas encore eu une petite relation, et c'est vrai que ça, il le vivait un peu difficilement. Il n'est pas bien dans sa peau. Il se scarifie, il s'inflige des brûlures avec une cigarette. Il ne s'aime pas. Il écrira sur un mur de sa chambre « Je suis une grosse merde, je voudrais mourir ». À 19 ans, son CAP en poche, William Modolo a enchaîné les jobs, 1 mois ici, 2 mois par là, avec un gros problème, son poids. Il portait une charge au quotidien. Il y a une fatigue, l'impossibilité de rester debout trop longtemps. Il fallait qu'il trouve une solution. Donc il prenait son scooter pour déposer des CV un peu de partout, essayer de trouver un poste. C'est à ce moment-là, à Gardanne, devant son ancien lycée, que William est tombé sur un couple de SDF, Jean-Pierre et Aurélie, sa copine. William Modolo, il rêve d'intégrer un groupe, de vivre quelque chose de collectif. Et là, c'est encore plus que ça, c'est une aventure. On ne travaille pas, on vit au grand air, on consomme de l'alcool, on consomme de la drogue, on fait fi de tout. Moi, je lui disais, mais c'est pas des bonnes personnes, William. Mais ça va, t'inquiète pas, ma sœur. Et le pire, c'est qu'il les appréciait. Il les aimait beaucoup. Et Aurélie. Elle a le même âge que lui, elle a 20 ans aussi. Il flash sur elle. Il dit à ses parents qu'il espère avoir une relation sentimentale avec elle. Quelques mois avant sa mort, William a quitté sa chambre d'ado et atterri sur le canapé crasseux du campement, juste à côté de la caravane où dormait Aurélie. William, au départ, ne se faisait pas taper dessus. Il avait sa place comme les autres. C'est lui qui devait aller faire les courses, c'est lui qui devait préparer les repas. C'est l'homme à tout faire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas un service, on donne un ordre. Et il l'exécute. Ensuite, c'est devenu le petit souffre-douleur sur lequel on va pouvoir se déchaîner. Il avait cassé un truc, il fallait le faire payer. Il avait mangé les saucissons, il fallait le faire payer. Tant qu'elle n'est pas extrême, cette violence, elle lui convient parce que être le souffre-douleur du groupe, c'est aussi avoir une place dans le groupe. Comme une forme d'adoubement, une forme de bizutage. Il a accepté les premières violences en se disant « ça va s'arrêter ». Quelques jours avant sa mort, William est rentré à Pépin, chez ses parents, avec un cocard. Son oreille saignait, mais son copain JP était là, avec lui. Mes parents, ils se sont dit qu'est-ce qui nous a ramenés, quoi. Planquel, de façon extrêmement manipulatrice, s'est montré très rassurant, en disant oh, « on prend soin de William, il n'y a aucun souci, il est bien avec nous, on va le dégourdir, on va lui trouver du travail ». Ils ont réussi à lui mettre ça dans la tête, et du coup, il a continué à subir, à se dire « c'est pour mon bien, ça va m'aider à être fort, ça va m'aider à devenir un homme ». Après avoir été puni, il viendra s'excuser et dire « c'est normal que vous m'ayez puni, j'avais fait des bêtises ». Je pense qu'il ne s'était pas rendu compte que ça pouvait aller si loin. Il était tellement gentil, tellement naïf et tellement enfantin, ils s'en sont servis. Dominique, dans le groupe, qui savait que William Modolo allait être tué ce soir-là? Alors, pour 2 des accusés, Jean-Pierre Planquel et sa compagne Aurélie Piteux, c'est très clair puisqu'ils l'ont reconnu dès leur garde à vue. Ils disent qu'une décision collective avait été prise ce soir-là, avant même de quitter le campement, d'aller tuer William Modolo et se débarrasser de son corps. Donc, la préméditation est caractérisée, ce qui veut dire que Planquel va répondre d'assassinat et sa copine, Aurélie Piteux, complicité. Et les 3 autres? Alors, eux prétendent qu'ils ne savaient rien. Arnaud Frappèche et Franck Julien assurent que ce soir-là, leur seule intention, c'était
d'aller acheter de la bière à la supérette du coin. Les gendarmes ont évidemment vérifié. Oui, ils ont acheté de la bière, mais c'est un peu court comme explication. Pourquoi partir à 6 dans 2 bagnoles avec un William Modolo inconscient qui est en train de se vider de son sang pour aller acheter de la bière? Ouais, c'est bidon, ça tient pas la route, quoi. Ouais. Et la version de Barbara Jean-Louis, Arnaud Frappèche et Franck Julien qui prétendent qu'ils ont emprunté cette route pour aller déposer William chez sa tante à Saint-Cana, elle ne tient pas. Pourquoi? Parce que William, il n'a pas de tante à Saint-Cana et au moment où le convoi se sépare, les 2 voitures, ils ont dépassé Saint-Cana, ils sont là sur la D572. Donc tous les 3 vont comparaître pour complicité d'assassinat. Donc on a 5 suspects dont on se demande pourquoi ils se sont comportés comme des barbares. Quand on aborde ce genre de fait, on aurait envie de détecter, de trouver, de repérer, au fond, une maladie mentale qui rassurerait tout le monde. Espoir qui a été rapidement déçu, puisque j'étais devant des personnes qui étaient globalement saines d'esprit. Est-ce que sincèrement, on peut penser qu'avec une consommation de 24 canettes par jour, de cocaïne, d'herbe, on réagit normalement? L'alcool, les drogues ont un rôle prépondérant dans ce qui s'est passé. Ça lève des barrières et ça révèle la noirceur qu'il peut y avoir en eux, toute la colère, la rage qu'ils ont parfois. Il faut arriver à se placer face à des gens qui sont dépourvus de toute humanité, pour qui la vie humaine n'a quasiment aucune valeur. Ils sont dans un monde totalement à part. Dans leur campement, à l'abri des regards, le clan des 5 s'est trouvé une raison d'être. William Modolo. Alors qu'on a des personnalités relativement disparates, le groupe se solidarise et se cimente autour de finalement ce qu'est cette personne, le bouc émissaire. Il faut, pour montrer son adhésion au groupe, participer à ces violences. C'est ça qui va faire la cohérence du groupe. Ça scelle le groupe. Et dans ce groupe, reformé le temps de la reconstitution, il y avait un meneur, un chef de meute. C'est Jean-Pierre Planquel, par sa stature, c'est un homme costaud. C'est celui qui cogne le plus fort. C'est celui qui est capable des pires violences. Tout le monde se méfie de lui. Aussitôt qu'il donne un ordre, aussi sordide soit-il, l'ordre est exécuté. Il a ce potentiel, je dirais, archaïque de violence qui est prêt à fonctionner à tout moment. Originaire du nord de la France, Jean-Pierre Planquel est le fruit d'un adultère. Son père, déjà marié, ne l'a pas reconnu, et son beau-père ne l'a pas épargné. Pour le punir d'avoir fait pipi au lit, il lui met la tête dans les toilettes. Ce monsieur, la mère de Jean-Pierre explique qu'il était extrêmement violent avec tous ses enfants. Qu'il était drogué, qu'il leur menait la vie dure et que c'est la raison pour laquelle elle a été obligée de partir. Et comme ses 6 frères et sœurs, Planquel a été placé à l'âge de 5 ans. Sa mère va se remettre en ménage, refonder un nouveau foyer, essayer de récupérer les enfants. Et lui sera le seul qui ne sera pas récupéré, qui restera en foyer, parce qu'il est turbulent, parce qu'il est difficile à maîtriser, parce qu'il a une mauvaise influence sur les autres. On le tient à l'écart, on le laisse dans les foyers. Cette haine va s'accumuler. À partir de 14-15 ans, il va multiplier les bêtises. Ses comportements sont tellement problématiques que finalement, sa mère décide de le faire interner dans un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, Jean-Pierre Planquel va faire l'objet d'une agression sexuelle. De la part d'un soignant, de la part de son médecin. Il dira dans une lettre qu'il écrit à sa mère que ce jour-là, il a eu l'impression de mourir. Comment voulez-vous vous construire normalement avec un parcours pareil? À 17 ans, sans diplôme et sans boulot, Planquel a atterri dans la rue. Une vie de mendicité, de petits larcins, mais aussi de romance. Il plaît aux femmes, c'est manifeste, il aura des relations sentimentales multiples. On va dire qu'il exerce un ascendant sur des femmes particulières, un petit peu immatures, et qui sont en quête d'archétypes virils. C'est le voyou, celui qui est marginal, que tout le monde craint, tout le monde redoute. Barbara Jean-Louis comme Aurélie Piteux, Jean-Pierre Planquel les rassure et leur offre une espèce de protection.
Et entre ces deux dernières conquêtes, la guerre fait rage pour s'attirer les faveurs du mâle dominant. Il est quand même assez étrange que l'ancienne copine de Jean-Pierre Planquel, qui est Barbara Jean-Louis, éprouve le besoin de venir régulièrement sur ce campement. Ces deux femmes ne s'aiment pas, il y a une rivalité entre elles. Il y en a une plus que l'autre qui est digne d'être la femme du chef. Il faut non seulement pas lui déplaire, mais il faut en outre l'impressionner, lui montrer qu'on est dans la bonne tonalité. C'est pas innocent de se rendre compte que la scène finale, il y a 3 personnages, il y a Jean-Pierre Planquel au milieu et les 2 femmes de chaque côté de lui. Planquel, un chef qui imposait sa loi à tous, ou presque. Franck Julien n'est pas sous son autorité. C'est une sorte de deuxième leader. Ils ont des parcours voisins. Ils ont des carences affectives et éducatives qu'ils ont fait souffrir tous les deux. Franck Julien, c'est un garçon qui a vécu, grandi dans les cités de Marseille. Il a une enfance marquée par l'alcoolisme. Son père d'abord, puis sa mère. Ils sont 6 frères et sœurs, qui sont à peu près tous déscolarisés, et qui tous seront placés dans des foyers, dans des familles d'accueil. Franck Julien, il va néanmoins réussir à avoir une vie sociale à peu près normale. Il a une femme, des enfants, un travail. Franck Julien a été, dans une première vie, plombier chauffagiste, et un excellent plombier chauffagiste. Et puis, il perd dramatiquement son patron qui se suicide, donc son emploi, donc ses ressources. Les failles de son passé vont le rattraper. Son addiction à la cocaïne qu'il a rencontrée dès l'âge de 13 ans, et ça sera la descente aux enfers. Il perd sa femme, sa famille, sa maison, et puis c'est la rue. Franck Julien, Jean-Pierre Planquel, le fait qu'il y ait 2 mâles dominants dans ce groupe va participer de l'escalade de la violence. Aucun ne voudra être en reste et chacun ajoutera sa touche. Dans cette histoire, finalement, de sous-vêtements qu'on met en avant comme étant le déclencheur, c'est un événement qui touche avant tout Planquel. Or, Julien, très vite, est dans l'action. C'est lui quand même qui prend des pinces pour arracher les dents. C'est à celui qui en fait le plus pour démontrer à l'autre qu'il faut faire attention et qu'il est capable d'une extrême violence. Et là, on est dans une escalade qui est allée jusqu'à son extrémité. Quatre ans après leur crime, les 5 tortionnaires de William Modolo se retrouvent donc devant les assises des Bouches-du-Rhône. Pour la presse, c'est le procès de l'autre gang des barbares. Vous savez, le groupe qui a torturé et tué Ilan Halimi en 2006. Lors du procès à Aix-en-Provence, j'avais ce besoin de voir qui avait été capable de faire subir tout ce qu'il avait subi mon frère. Et j'avais besoin également qu'ils me regardent eux aussi. Parce que j'ai les mêmes yeux que mon frère. Donc en me voyant, forcément, ils voyaient mon frère. Comme un symbole, c'est Jean-Pierre Planquel, le chef, qui arrive en premier au tribunal. Les autres suivent. Arnaud Frappèche, Franck Julien, Barbara Jean-Louis, Aurélie Piteux. Ils encourent tous la perpétuité. Un seul s'y est résolu. Jean-Pierre Planquel savait tout à fait à quoi s'attendre. Il a dit lui-même qu'il avait de toute façon gâché sa vie. Il a compris. Il a compris le mal qu'il avait fait. C'est la raison pour laquelle il a immédiatement demandé pardon. Il a été le seul à assumer et à nous dire vraiment « Oui, j'ai fait ça, mais on peut pas le pardonner. » Dans le box, les autres étaient très individualistes. On jouait à « C'était toi, c'était pas moi, moi j'étais là, moi j'étais pas là ». Au moment où l'addition va être présentée, chacun pense à ce qu'il va devoir payer à la société. Avec 5 accusés, l'enjeu est de taille pour la Cour. Les jurés doivent évaluer le degré de responsabilité de chacun. Le fait qu'ils soient tous coupables est indéniable. Le fait qu'ils doivent tous avoir la même sanction, ça n'est pas envisageable. Dans le box, les filles jurent qu'elles n'ont jamais porté de coup à William.
Arnaud Frappèche minimise. 2 claques et des coups de pied aux fesses. C'est tout. Frappèche, lorsqu'on lui a posé la question pourquoi toutes ces violences, il a eu cette réponse complètement hors sol. William, il se comportait comme Pierre Richard, donc il fallait le punir et le sanctionner pour les bêtises qu'il avait pu commettre. En matière de défense maladroite, Franck Julien n'est pas mauvais non plus. Lorsqu'on a abordé le viol, Franck Julien l'a nié, avec force, comme il l'a toujours fait, mais en disant « Ah non, pas un homme, une femme, à la limite, je dis pas. Mais pas un homme. » J'admets que l'effet n'a pas été terrible. À la barre, les médecins légistes et les dentistes se succèdent pour dresser l'inventaire des sévices qu'a subi William. Le dentiste est expert. Je vais lui poser la question, quelle est la douleur ressentie de 12 dents arrachées à vif? Et il a cette réponse, il n'y a pas plus douloureux que ce qui a été vécu par William Modolo. Sur son banc, la maman de William résiste. Elle n'attend qu'une chose de ce procès, comprendre. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous l'avez fait subir ça? Elle leur a dit, vous me l'aurez ramené sans les dents, on aurait pu le sauver. Tout le monde cherche le pourquoi. Mais le plus difficile, c'est de se dire qu'on n'aura jamais de réponse. On est allé dans les tréfonds de la nature humaine. Et ce qui est frappant et désolant, c'est que ça s'est déroulé à quelques encablures de la prétendue civilisation. On est au degré zéro du comportement humain, tranche l'avocat général. Dans son réquisitoire, il compare le campement à un camp de la mort, miniature. Il requiert des peines allant de 20 ans à la perpétuité pour Planquel. Lors de ma plaidoirie, j'ai décidé de parler en son nom. Je me souviens avoir dit « Je suis un monstre et je le sais. Je ne devais pas naître. Je suis déjà mort. » Tous reconnus coupables. Jean-Pierre Planquel, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 incompressibles, c'est lui qui a lapidé William Modolo. Franck Julien, 28 ans, dont 18 et 4 mois incompressibles, il avait arraché les dents de la victime. Arnaud Frappèche et Barbara Jean-Louis, 23 ans de réclusion criminelle chacun, et Aurélie Piteux, 19 ans. Les sentences sont à la hauteur de nos espérances et ces bourreaux vont pouvoir passer un bon bout de temps en tôle. On s'est battu pour William. Aujourd'hui, ils ont payé ce qu'ils t'ont fait. L'affaire de William, ça avait ouvert les yeux à beaucoup de personnes. La barbarie existait. L'inhumain existait. Voilà, on entendra dans la suite de cet épisode le témoignage d'une femme qui est devenue le souffre-douleur d'un couple, mais d'abord, les bourreaux. Daniel Zaguri, vous êtes expert psychiatre près des tribunaux. Alors, vous n'avez pas expertisé les bourreaux de William, mais évidemment, vous en avez expertisé beaucoup d'autres. D'abord, que faut-il pour qu'un groupe devienne un groupe de tortionnaires? Il faut d'abord un leader charismatique. Il faut ensuite des sujets qui admirent ce chef et dans un mouvement d'émulation réciproque, c'est-à-dire je peux le faire puisque les autres le font. Et il faut une disparition de ce qui habituellement chez chacun fait la morale, la conscience, les limites. Et non seulement ce qu'ils font n'est plus interdit, mais ils le font parce qu'il faut le faire, parce que c'est bien de le faire et parce que l'autre le mérite. Et au maximum, cet élan groupal s'accompagne d'excitation, de ludisme, qui sont des choses qui sont tout à fait effrayantes quand on les regarde de près. À la fois excitation, émulation, et on les entend aussi minimiser leur rôle. Vous savez, comme dans une lapidation, oui, j'ai bien lancé une pierre, mais moi j'ai lancé une petite pierre. Alors ça, c'est une règle absolue. Absolue. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je n'ai fait que suivre ce qu'on me disait de faire, et encore, je l'ai fait sans grande conviction, etc., etc. Parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de comprendre dans l'après-coup comment ils ont pu agir ainsi dans cette espèce de
parenthèse spatio-temporelle où tout était possible et où tout était permis et où les valeurs étaient différentes. Il y a quand même un truc qui nous dépasse. Pourquoi, dans l'escalade de l'horreur, à un moment, il n'y en a pas un qui dit « stop, stop ». Dans une escalade où il n'y a plus de limite, il n'y a plus de stop non plus. Parfois, la seule limite, c'est la mort. Mais ce qui est vertigineux dans ce que vous nous dites, c'est que moi, et vous peut-être aussi, nous pouvons basculer vers ce genre d'acte. Alors ça, c'est la grande question. Si j'étais né en 17 à Eisenstadt, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Mais c'est une bonne question. Je vais vous donner ma réponse qui va vous décevoir. C'est que la théorie situationnelle qui voudrait que n'importe lequel d'entre nous, dans ces situations-là, serait susceptible de le faire, je réponds non. À l'inverse, ça ratisse beaucoup plus large qu'on pourrait l'imaginer et il y a beaucoup plus de sujets que vous ne le pensez qui sont susceptibles, dans cette espèce de parenthèse spatio-temporelle, de révéler des aspects inconnus de leur personnalité. Alors William Nodolo était jeune, Carole, elle était une mère de famille et elle aussi, elle est tombée sous l'emprise d'un couple qui l'a torturée. Heureusement, elle a pu ou elle a su s'en sortir à temps. C'est l'affaire Caffier et Blondiau. Boulogne-sur-Mer, le jeudi 20 septembre 2012. Moi, au début, je voulais pas. Je voulais pas porter plainte. Je voulais que ça s'arrête. Que ma vie, elle reprenne comme avant. Que ma vie, elle reprenne comme avant. C'est ma sœur, elle était dans tous ses états quand elle m'a vue. Elle disait non, tu peux pas laisser des gens comme ça en liberté, Carole. On reçoit un coup de téléphone de l'accueil nous informant qu'une dame est présente. Elle a une quarantaine d'années, assez fluette. Immédiatement, on va se rendre compte qu'elle présente beaucoup de lésions. Elle a un hématome au niveau de l'œil, elle a un hématome au niveau de l'oreille. Une cicatrice au niveau du front, qui est mal cicatrisée, mal soignée. Et là, elle nous explique. Elle vient de se sauver d'un appartement dans lequel elle aurait été séquestrée, ou également elle aurait subi des actes de torture et de barbarie. Elle va nous dire qu'elle a vécu un calvaire. Un calvaire qui remonte à plusieurs mois, février, mars, peut-être avril. Carole a perdu la notion du temps. J'étais dans une période où j'étais pas bien, donc je payais pas mes factures. Elle croule sous les dettes et elle est menacée de perdre son logement. Son fils est sur le point d'être placé. Un soir de sortie d'école, elle va rencontrer Fabrice Caffier, qui est venu chercher son enfant. Des enfants, Fabrice Caffier en a 3 avec sa compagne Cindy Blondiau. Carole va expliquer à Fabrice qu'effectivement elle se trouve en grande difficulté. Et le couple Caffier va lui proposer de l'héberger. Ils lui tendent la main, ils ont une chambre disponible. En échange, elle aura simplement à faire quelques travaux domestiques et à s'occuper des enfants. Moi, ils m'inspiraient des gens bien, parce que je les voyais ensemble, ils avaient 3 enfants, il n'y avait pas de souci, quoi. Son fils placé, Carole traverse la rue et s'installe chez le couple Blondiau-Caffier. Et ça va être pour elle le début de l'enfer. Elle est littéralement réduite en esclavage, contrainte du soir au matin à enchaîner les tâches ménagères. On lui impose même certaines choses, comme ne pas prendre de douche tous les jours, parce que l'eau ça coûte cher. Ne pas manger tous les jours. Il y a des soirs, il n'y a pas de repas pour elle. T'es venu ici, crois pas que tu vas voir la belle vie, hein. En 8 mois, j'ai perdu 30 kilos, ouais. Rapidement, Carole va devenir le bouc émissaire de Caffier. Il va chercher à l'humilier constamment et lui donner des coups. La première fois, j'étais dans la cuisine et puis il s'est mis à me frapper.
Je lui ai dit, t'as quoi Puis il me dit, ouais, tais-toi. De toute façon, toi, je t'aime pas, j'aime pas ta gueule, t'as une gueule d'Hitler. Fabrice travaille toute la journée. Soit il est déjà ivre en rentrant, soit il consomme à la maison, et à chaque fois, il faut qu'il s'en prenne à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Carole. Avez-vous essayé de partir, de fuir? Demandent les policiers à Carole. Non, c'était fermé à clé. D'après ses dires, elle ne va même pas essayer d'aller ouvrir cette fameuse porte d'entrée d'appartement. Fabrice lui dit que c'est fermé, elle le croit. Elle dit, mais si je vous dis que la porte de mon bureau est fermée à clé, vous n'allez pas vous lever et vous n'allez pas essayer de l'ouvrir? Non. Quand bien même elle aurait eu l'idée de s'enfuir, Fabrice Caffier lui avait pris sa carte bleue, sa carte vitale, sa carte d'identité et même, dira-t-elle, sa carte des Restos du Cœur. Elle n'avait aucun moyen de subsistance à l'extérieur. Carole se retrouve à la merci de Fabrice Caffier. Et au fil du temps, le père de famille ajoute aux coups et aux insultes les tortures. Toujours au même endroit. Il disait, allez, viens dans le bureau. Pour lui, le bureau, c'est la cuisine. Il faut automatiquement que tous les sévices se passent dans cette pièce. Ce sera le bureau des tortures, le bureau des pleurs, puisque c'est là qu'il va exercer un véritable acharnement sur Carole. Un soir où elle est porteuse de bottes. Fabrice, il a un bidon d'essence. Il va projeter de l'essence sur la botte de Carole. Avec son briquet, il va y mettre le feu. C'était horrible. C'était horrible. Ma jambe, elle a été brûlée de là jusque là. Et il n'y a pas qu'à la jambe que Carole a été brûlée. Un jour, j'étais dans la cuisine, et puis il a pris une bouteille d'acide, et puis il s'est mis à jeter comme ça sur moi. On est stupéfait. On est stupéfait d'entendre ce qui a pu se passer. Et on espère à ce moment-là que ça va s'arrêter là. Et là, elle va continuer. L'épisode du sac poubelle. Fabrice l'a attrapé. Il lui a mis un sac poubelle sur la tête qu'il a ligoté autour du cou. Il va la faire progresser plusieurs minutes, plusieurs longues minutes dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Je croyais que j'étais partie. Je me suis dit, c'est tout, c'est terminé. Torture après torture, Cindy Blondiau est là, bien présente, aux côtés de son homme. Cindy, elle restait dans la cuisine et elle regardait. Cindy va se laisser entraîner dans la violence de Fabrice Caffier. On a l'impression même qu'elle y prend goût. Un soir, Cindy va elle-même prendre une cuillère, va la chauffer sur la cuisinière et va la poser sur le dessus de la main de Carole. En me regardant et en disant, j'espère que t'as bien mal. Ces souffrances, Carole les a subies longtemps, jusqu'au jour où elle a compris qu'elle allait y laisser sa peau. On est sur des menaces avec armes. Une arme qu'elle décrit assez grosse, sombre, et qu'il lui aurait mis dans la bouche. Et il m'a dit, si tu bouges, ça va exploser. C'est la peur pour sa vie qui va la pousser à partir. Le jour de ma fuite, il m'a dit, tu sais quoi, ça, tu vas mourir. Ah, il avait un regard noir. J'avais pas de chaussures, rien. J'ai descendu tous les escaliers et je me suis sauvée. Et j'ai eu de la chance que la porte, elle était ouverte, quoi. Je me suis dit, j'ai réussi. J'ai réussi à partir.
Dominique, au lendemain de sa déposition, Carole est examinée par un médecin légiste. Est-ce qu'il confirme ce qu'elle a dit? Il recense plusieurs fractures. Au visage d'abord, le nez, le cadre orbital de l'œil gauche qui a entraîné une chute de la paupière. Le légiste compte ensuite 3 côtes cassées, flanc droit, une plaie non suturée, cette vilaine cicatrice au niveau du front, de multiples traumatismes à l'oreille qui ont provoqué un aspect chou-fleur. Carole, au moment où le légiste la rencontre, elle est sourde depuis 10 jours. Une surdité définitive? Non, le tympan n'est heureusement pas touché. En revanche, ce qui est définitif, ce sont ces vilaines cicatrices qu'elle a au bras droit et à la jambe droite. Des brûlures chimiques, et ça correspond à ce qu'elle raconte, l'acide qu'on lui a jeté dessus, et des brûlures thermiques aussi. Là encore, ça correspond à ce qu'elle raconte quand on jette de l'essence sur ses bottes et qu'on y met le feu. Donc Carole n'a pas menti, elle a bien été torturée, mais par qui et quand? Quand elle vivait chez les Caffiers ou pas? Écoutez, je vous cite le rapport. Hein. Les blessures sont en relation directe et certaine avec des agressions s'étalant de février 2012 à septembre 2012. Donc ça fait 8 mois. Ouais. 8 mois de calvaire, et elle reste. Est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles? Alors, elle va expliquer au cours de l'instruction qu'un viol a été commis sur elle par le frère de Cindy Blondiot, mais la justice, faute de charges suffisantes, a délivré un non-lieu. Alors pour l'instant, elle est à l'abri et les policiers foncent chez les Caffiers parce qu'ils ont des questions à leur poser. On va toquer à la porte, Cindy Blondiot va nous ouvrir. Elle n'est pas spécialement étonnée de nous voir. Elle est avec ses 3 enfants. L'un des enfants va directement devant nous se diriger vers un seau et il va uriner dans le seau. Parce que depuis plusieurs semaines, le toilette est bouché. C'est un appartement qui est mal rangé. Ça traîne partout. Un sacré foutoir que les policiers fouillent de fond en comble. On retrouve, lors de cette perquisition, de nombreux médicaments. Des antidouleurs, des pommades. Cette pharmacie devait servir à Carole pour se soigner. Au niveau de la salle à manger, on va découvrir un sac qui appartient à Cindy Blondiot. On y découvre la carte d'identité, la carte vitale, la carte bancaire de Carole. On va retrouver également une arme, un flashball, pour parler simplement, avec 2 munitions. Les policiers ont fait le tour du premier étage. Ils grimpent au grenier, là où dormait Carole. C'est un débarras plus qu'une chambre. Il y a des jouets en vrac, des pots de peinture en vrac. Dans le fond de cette pièce, un peu dans la pénombre, on y devine un lit qui est cassé, un matelas posé à même le sol qui laisse apparaître de nombreuses taches. On n'est même pas dans le logement vétuste, on est dans un espace qu'on réserverait même plus aujourd'hui à un animal. Les 3 enfants sont placés. Pour leur père, Fabrice Caffier, arrêté à son retour du boulot, et leur mère, Cindy Blondiot, c'est la garde à vue. Cindy Blondiot vit très mal, en fait, cette garde à vue. Elle se trouve prise de maux de ventre. Du moment où elle va se mettre à parler et à nous dire ce qui s'est passé avec Fabrice Caffier, elle va se mettre à pleurer. Des larmes sur le triste sort de Carole? Pas vraiment. Cindy Blondiot, son discours c'est « Je suis une victime ». Carole est une victime, mais moi je suis une victime aussi. Je subis des violences de la part de Fabrice Caffier. Et d'ailleurs, je vais le quitter. Je ne veux plus de Fabrice Caffier. Il faut que cette vie-là, elle s'arrête. J'adore Carole, jure Cindy Blondiot. J'ai essayé de l'aider. Mais à chaque fois, il me faisait des menaces. Je m'en prenais une. Ça m'arrivait d'en prendre plein dans la gueule, des fois. Elle nous dit dans l'audition qu'elle va demander à Fabrice à plusieurs reprises de conduire Carole à l'hôpital. Mais Fabrice a toujours refusé. Une fois, elle nous raconte que c'est elle qui a mis de la pommade au niveau du front. Et le coup de la cuillère brûlante sur les mains? Cindy Blondiot nous explique qu'en fait qu'elle s'est vengée sur Carole en lui brûlant une seule main pour une histoire de jalousie. Fabrice, il lui avait dit que je lui avais fait des avances, alors que, mon Dieu, faire des avances à un bourreau, non merci, c'est pas pour moi.
Le bourreau ne se démonte pas face au policier. Tout de suite, il va nier. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'en suis pas capable. Carole, il l'héberge gracieusement chez lui. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les policiers confrontent alors Caffier aux déclarations toutes fraîches de sa compagne. Ça ne rigole plus. Il nous demande, est-ce que vous auriez pas une cigarette? Donnez-moi une cigarette et je vous raconte tout. Là, il a reconnu les violences. Il reconnaît le sac poubelle, la botte brûlée. Elle avait des grosses bottes comme des bottes de pompier, explique Caffier. On a voulu voir si ça tenait le feu. Par contre, il va pas nous reconnaître l'épisode de l'acide. Pour lui, c'est un accident. La bouteille d'acide était posée sur un frigo. Cette bouteille aurait explosé. Fabrice Caffier se justifie. Tout ça, c'est à cause de l'alcool. On est sur 2-3 bouteilles de whisky sur une soirée, hein. L'alcool, le voilà le responsable. Et puis aussi... Et là, il dit qu'il y a son neveu qui était présent. Christopher Caffier. Christopher Caffier, dont il n'avait été question ni dans le propos de Carole, ni dans le propos de Cindy Blondiau. Christopher Caffier, 21 ans, en prison depuis 1 mois pour outrage, dégradation de biens et menace de mort. Fabrice se présente finalement comme un second couteau. Fabrice Caffier va nous dire qu'il a été en quelque sorte investi d'une mission de la part de son neveu. Il avait la mission de surveiller Carole, le temps de son incarcération à la maison d'arrêt. Et Fabrice a tellement pris à cœur cette mission, il s'est permis de la frapper à longueur de temps. Il fallait serrer la vis, surveiller de près Carole, pour pas que finalement elle profite de son incarcération pour lui être infidèle. On comprend que Christopher n'est pas que le neveu de Fabrice, mais c'est également le petit copain, le petit ami de Carole. Cindy Blondiau et Fabrice Caffier sont mis en examen pour actes de torture et de barbarie. Direction la maison d'arrêt. Les 3 enfants, eux, sont pris en charge par les services sociaux. Et pendant ce temps, les policiers se remettent au boulot. Quel rôle a vraiment joué le neveu? Un bourreau lui aussi? Et Carole? Pourquoi ne l'a-t-elle jamais dénoncé? Christopher Caffier, il y a 2 hypothèses. Soit il est innocent, soit il a quelque chose à voir, mais Carole, elle veut le protéger. 2 mois après son dépôt de plainte, Carole est donc de retour au commissariat. Libérée de ses tortionnaires, elle a évolué et cette fois, il n'est plus question d'épargner Christopher. C'est lui qui m'a ouvert mon crâne. Ah, le choc. J'étais du côté de l'évier, il s'est mis devant moi et m'a mis un coup de poing. Mais alors ça fait un œuf, je vous dis pas. Et après il m'a mis un coup de tête, alors là tout a explosé. Au départ, Carole ne voulait pas incriminer Christopher, pensant qu'il avait déjà assez d'ennuis comme ça. Elle a toujours des sentiments pour lui, c'est évident. Elle lui a d'ailleurs écrit, et les quelques courriers qu'on retrouve au dossier marquent l'attachement qu'elle lui portait. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi, écrit Carole. Je serai toujours là pour toi car je t'aime, et je t'aimerai toujours. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Il me soutenait beaucoup, on avait créé beaucoup de liens. On est quelques mois plus tard, Carole a pris du recul. Cette fois, elle est capable de raconter tout ce que lui a fait subir Christopher. La botte, le sac poubelle, il était présent également, il a participé aux faits également. Devant les policiers, Carole aborde un nouvel épisode, et cette fois-ci, c'est Christopher qui est à la manœuvre. Un soir, Christopher va aux toilettes, qu'il va revenir avec une assiette dans laquelle se trouvent ses propres excréments. Il va les poser à table devant Carole et va lui imposer de manger ce qui est dans l'assiette. Ah, je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie. C'était une horreur. C'est parce qu'ils m'ont tellement frappé que
Je voulais pas le faire, hein. On la prive de tout ce qui fait son humanité, elle perd toute dignité, rabaissée à même pas un état d'objet. Pour eux, elle est rien. Au mois de mai 2013, les policiers extraient Christopher Caffier de sa cellule de la prison de Rouen. Souvent, on parle dans la voiture, on met à l'aise les gens. Et lui, on comprend tout de suite que c'est pas la peine. Il est fermé. Moi, j'ai rien à vous dire. Et je vous parlerai pas. Comme on fait à chaque fois, on lui montre, nous, les éléments qu'on a. Tout le monde le balance. Donc il doit parler. Et ça ne va pas traîner. Première audition. Oui, j'ai commis des choses sur Carole. Mais c'est à cause de l'alcool. Je peux plus trop être précis avec vous. Parce que cette consommation a entraîné beaucoup de pertes de mémoire. Pour lui rafraîchir la mémoire, les policiers organisent une confrontation avec Carole. L'atmosphère est extrêmement tendue. Christopher est un homme très impulsif qui réagit au quart de tour. Il est menaçant à l'égard de Carole. Constamment, il la pointe du doigt. Il l'intimide. Il veut qu'elle se taise. Et il lui dit « Ferme ta gueule ». Il va même se lever. La Carole, elle est transit de peur. Hein. Il voulait me frapper ce jour-là. Si on ne bloque pas, il l'étrangle devant nous. Visiblement, il a du mal à supporter qu'elle sorte de son emprise. Il pensait pas que je l'aurais dénoncé, à mon avis. Il pensait pas que je l'aurais dénoncé. Christopher Caffier est donc lui aussi mis en examen pour actes de torture et de barbarie. Le juge peut maintenant se pencher sur cette victime assez singulière. Pourquoi Carole, qui dénonçait ses bourreaux, a-t-elle encore essayé d'en sauver un? Et puis cette porte, pourquoi ne pas l'avoir ouverte plus tôt? Le juge confie ces questions à une psychologue. Carole, je la rencontre en mars 2014. Durant cet examen, je me suis rendu compte finalement assez vite de la vulnérabilité de Carole. Elle était la victime idéale. C'est une personne qui recherche la protection, qui recherche l'affection, et pour peu qu'on lui tende un peu la main, eh bien, elle va être rapidement en confiance. Je vois toujours le bien chez tout le monde. Les gens, tout de suite, ils le voient, ils profitent de la situation. Carole est vulnérable. Et si ça ne suffisait pas au moment de rencontrer les Caffiers, elle est aussi déprimée. En quelques mois, elle a perdu son père et la garde de ses 2 enfants. Financièrement, elle n'est pas capable de les nourrir, et puis sans doute qu'elle ne s'est pas posé le cadre éducatif nécessaire pour qu'ils puissent grandir correctement. Carole se trouve dans un sentiment de honte, de culpabilité, de dévalorisation quant à sa capacité à être une mère. Alors quand Fabrice Caffier lui propose de s'occuper de ses propres enfants, Carole n'hésite pas une seconde. Face au comportement des Caffiers, elle est comme sidérée, complètement démunie. Elle va préférer subir que de réagir. De toute façon, elle n'a pas les moyens psychologiques pour le faire. Elle se montre incapable de nuire, y compris aux personnes qui lui font du mal. Au contraire, elle a tendance à se soumettre. L'emprise s'installe progressivement. Une emprise telle que Carole a fini par trouver un sens à ces violences. Si elle subit, tout ce qu'elle subit, c'est pour protéger les enfants et pour protéger Cindy. L'autre passera toujours avant elle et les besoins de l'autre passeront toujours en premier. Elle est dans une forme de sacrifice. Ah, je lui disais, tu me frappes moi, mais pas les enfants. Qu'importe les coups et les tortures, chez les Caffiers, Carole avait pour la première fois une mission de confiance. Et il n'était pas question de déserter. Les voisins vont nous apprendre qu'ils voyaient souvent Carole se promener, même jusqu'à passer devant le commissariat. On a même appris à un moment que Carole avait loué un appartement. Mais tous les matins, elle retournait au domicile du couple. Elle a été comme paralysée, psychologiquement paralysée, par la crainte de ce qui pouvait arriver pour les autres, plus que pour elle. Il n'y avait pas de verrou physique, mais essentiellement des verrous psychiques.
Et ses verrous ont mis du temps à sauter. Quand elle dépose auprès des services de police, elle est pleine de culpabilité alors que c'est elle la victime. Finalement, elle exonère Cindy, elle parle pas de Christopher. Elle espère qu'ils ne seront pas trop sévèrement punis. Dans son esprit, le responsable, ça reste Fabrice Caffier. Un bourreau qui lui en a fait baver. Mais de là à savoir où, quand et comment... C'est pas un épisode unique dont a été victime Carole. C'est des mois de persécution. Dans de telles situations, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place où finalement les émotions vont être mises en off. La personne peut se sentir comme coupée de la réalité, étrangère à son propre corps. J'ai dit la plupart des choses que je me souviens, mais j'en suis sûre qu'il y en a d'autres. Heureusement que je me souviens pas de tout, ouais. Heureusement. Au vu des conclusions de l'expertise psychologique, le juge d'instruction décide de retenir une circonstance aggravante à l'encontre des 3 accusés. Ils s'en sont pris à une personne vulnérable. Reste à comprendre pourquoi ces tortures et pourquoi ce défoulement. Carole va arriver dans un foyer où la violence règne. Fabrice Caffier avait déjà Cindy comme punching ball. Il va se servir ensuite de Carole. Il me disait tout le temps, j'aime pas ta gueule, t'as une gueule d'Hitler. Quand Fabrice Caffier dit que Carole ressemble à Hitler, il montre sans s'en rendre compte un effet miroir. En fait, il se voit lui-même une personne sadique, capable des pires atrocités qu'il peut infliger aux autres. Et les autres, ce sont bien souvent les femmes. Ces femmes. On va entendre toutes ses compagnes. Et toutes vont nous le décrire comme quelqu'un de possessif, d'agressif, de dominateur. Et puis c'est quelqu'un qui s'alcoolise beaucoup, notamment quand il rentre du travail. Sa violence s'en trouve décuplée. Entre 2 missions dans le bâtiment, Fabrice a bien essayé de faire des cures de désintox, mais l'alcool lui coulait dans le sang. Ses 2 parents étant alcooliques, il a été placé très très jeune, était encore un bébé, et il s'est retrouvé dans une famille d'accueil qui était une bonne famille d'accueil. À l'adolescence, il va contester son placement, il va nourrir une certaine rancœur à l'égard de ceux qui ont considéré que ses parents n'étaient pas capables de l'élever. Pour Fabrice Caffier, il y a un grand ressentiment, on lui a enlevé ses parents. Et c'est à ce moment-là que sont apparus 2 phénomènes tout à fait importants, l'alcoolisme et la délinquance. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la règle, qui ne fonctionne que sur un mode d'agressivité. L'autre détermine chez lui des réponses violentes, parce qu'il ne sait pas faire avec l'altérité, il ne sait pas faire avec l'autre. Il boit et il tape. Fabrice, il faisait ça pour montrer que c'est un bonhomme, explique son neveu Christopher. Christopher est un garçon très immature. Il est fasciné par la vision de cet homme qui est tout puissant et qui fait ce qu'il veut. Moi, il disait, Fabrice, c'est mon modèle. Christopher a grandi dans un foyer un peu chaotique. Son père est alcoolique, violent. Sa mère, rapidement, prendra ses clics et ses claques. Il va être souvent en conflit avec son père et donc il va se réfugier en quelque sorte chez son oncle. Il a tout juste 20 ans et déjà 11 mentions à son casier quand il s'installe à Boulogne-sur-Mer. Pour un esprit fragile et faible comme celui de Christopher, qui, de plus, témoigne de troubles psychopathiques, notamment l'intolérance à la frustration, c'est une forme presque de paradis. Il va épouser la même violence, la même agressivité que Fabrice Caffier. Christopher va essayer d'égaler, voire de surpasser le maître, et de montrer qu'il peut faire plus. Il va y avoir une sorte de crescendo dans la violence, une contagion, l'un alimentant l'autre finalement. Sans la présence de Christopher qui le pousse à montrer sa suprématie, probablement que Fabrice Caffier n'aurait pas été aussi loin dans les atrocités qu'il a commises. La violence de Fabrice Caffier, Cindy Blondiau aussi l'a vécue.
Fabrice Caffier, elle en a peur, mais elle ne sait pas non plus fonctionner autrement que sous cette domination. C'est son seigneur et maître, en quelque sorte. Elle est influençable, elle a du mal à être autonome, elle supporte mal la solitude aussi. Cindy, c'est une femme fragile qui finalement n'a connu que la violence de toute sa vie. Elle grandit dans un foyer violent, son père est violent, ses frères sont violents. En raison de ses maltraitances, elle va se retrouver en foyer. C'est à ce moment-là, à l'âge de 16 ans, qu'elle fait la rencontre de Fabrice Caffier, qui a 10 ans de plus qu'elle, et tout de suite, elle va avoir un enfant. 1, puis 2, puis 3 enfants. Pas de travail, un compagnon violent, et soudain, du répit. Cindy, elle restait dans la cuisine et elle regardait. De voir des atrocités, ça peut brouiller les références morales qu'on avait avant. Tous les protagonistes de ce groupe ont été envahis d'une forme de folie. Comme s'ils étaient tous anesthésiés par leur hystérie violente, incapables d'ouvrir les yeux sur leur cruauté. Si j'avais pas réussi à partir, je sais qu'un jour ou l'autre, j'aurais pu être là. C'était maintenant que jamais. Le procès du trio s'ouvre le 9 février 2016, 4 ans après les faits, devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. Seule, sur le banc des parties civiles, Carole retrouve ses bourreaux. Fabrice, il m'avait toujours dit qu'un jour il m'abattrait. Je lui avais répondu que je l'abattrais avant qu'il m'abatte. Donc quand je l'ai vu derrière le box, moi je l'ai regardé d'un air de dire que s'il était là, c'était par rapport à moi. La justice, fallait qu'elle soit rendue. Quand le procès aux assises s'ouvre, il n'y a que 2 personnes dans le box, Fabrice et Christopher. Cindy comparaît libre. Au début du procès, on a l'impression qu'ils ne prennent pas vraiment conscience de la gravité de leurs actes. La présidente raconte des choses qui sont horribles, qui sont terribles, et les accusés, ça ne semblait pas les émouvoir plus que ça. Fabrice, il rejetait la faute sur Christopher, et Christopher, c'était l'inverse. Chacun voulait sauver sa peau. Il se renvoie la balle, il banalise largement, parlant même quelquefois de taquinerie. On se demande vraiment comment les choses vont tourner. Et puis Carole s'avance à la barre. C'est un petit bout de femme qui revient de l'enfer et qui entend bien le faire savoir. J'avais raconté toute l'histoire. Quelque part, ça avait ému beaucoup de monde. Elle est juste, elle est simplement juste. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas non plus un mot qui manque. On a pu réaliser l'ampleur de son calvaire, l'ampleur de ce que ses bourreaux lui ont fait subir. Carole a été sa meilleure avocate. Le lendemain, l'audience reprend avec l'interrogatoire des 3 accusés. Crâne rasé, tatouage au biceps, Fabrice Caffier se lève. Fabrice a tendance à minimiser les faits ou à rejeter la faute sur les autres. Et c'est à ce moment-là que la présidente va lui dire « Vous reconnaissez quoi ?» Il va lui dire tout. La présidente lui parle du sac poubelle sur la tête de Carole. Il dit « C'est moi ». Du jour où elle a été aspergée d'essence, c'est moi. Non seulement Fabrice Caffier reconnaît tout, mais il insiste aussi pour dire qu'il les a tous impliqués, tous les autres. C'est lui qui décidait de ce qu'ils allaient faire subir à Carole. C'était comme un chef d'orchestre dans l'horreur. La victime est là, elle ne méritait pas tout ça, lâche Caffier. Ça m'a convaincu de dire la vérité. À ce moment-là, il est authentique. C'est le discours porté par Carole qui lui fait comprendre que c'est lui le responsable et qu'il doit l'admettre. Pour l'avocate générale, qu'il soit sincère ou calculé, ses aveux ont le mérite d'exister. Contre Fabrice Caffier, le bourreau qui a tout organisé, elle requiert 15 ans de prison, il en risquait 30. Le propos de Fabrice n'était pas suffisant à dédouaner tous les autres. Il fallait une peine pour tout le monde à la hauteur du degré d'implication de chacun. Pour Fabrice Caffier, la Cour suit les réquisitions. 15 ans de réclusion. Christopher a été condamné à 10 ans de prison. Et Cindy, qui espérait ressortir libre, a été condamnée à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme.
Quelque part, j'étais soulagée, mais quelque part, ça m'avait fait un pincement quand même. Parce que j'étais pas du genre à mettre des gens en prison. Moi, j'ai une peine qui est à vie, ouais. Ça s'arrêtera pas. Il n'y a pas de remède miracle. Surtout quand on est marqué. Quand je me regarde dans la glace, il y a des moments où j'ai du dégoût. J'ai du dégoût. Mais maintenant, je vis parce que je dois vivre. Je vis parce que je dois vivre. Daniel Zaguri, est-ce qu'on peut tous devenir le souffre-douleur de quelqu'un ou d'un groupe? Si vous avez sauvegardé un peu d'estime de vous-même, si vous avez un minimum, si je puis dire, de respect pour votre propre personne, si vous n'avez pas trop de complexes, je pense que vous ne serez pas choisi. Parce que le mouvement pervers repère les plus fragiles, repère les failles, et c'est sur eux, évidemment, que la foudre va tomber. Alors justement, quelles failles? Comment les bourreaux repèrent leurs victimes? Il y a des personnes qui ont une aptitude tout à fait singulière à saisir ce qui, chez l'autre, va pouvoir servir à ce travail de soumission et d'emprise. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les victimes disent « Stop, ça suffit ». Vous savez, ils sont traités comme des choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas humains. Et donc, on va les humilier. Et comme ils se plient par la force à cette humiliation, ça ne fait que constituer une preuve qu'ils ne sont pas humains. On voit bien qu'ils sont des sous-hommes puisqu'ils se comportent en sous-hommes. Mais pourquoi les souffres-douleurs restent? Là, il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège du masochisme et du plaisir à rester. C'est pas par plaisir qu'ils restent, mais parce que la punition à laquelle ils sont soumises, il y a une petite voix autopunitive qui leur dit que peut-être c'est mérité. Et que tout le problème, c'est de trouver une butée, quelque chose qui va arrêter. Alors, ça peut être un sursaut d'estime, c'est-à-dire, tout ça, je l'ai accepté, mais ça, c'est pas possible. Ou alors, ça peut être la conscience qu'on va passer à quelque chose d'encore plus grave, c'est-à-dire l'enjeu étant la mort. Ce qui est important, c'est de sauvegarder l'esprit critique. Ce qui est important, c'est de sauvegarder la capacité de penser. Ce qui est important, c'est de ne pas le perdre dans des moments comme ça, où tout est fait pour que notre éthique, notre morale, nos valeurs se dissolvent. C'est une réponse très, je dirais, bon, qui n'est peut-être pas très satisfaisante, mais qui, j'en ai pas trouvé d'autre. Carole peut aujourd'hui compter sur le soutien de ses fils, qui ont renoué le lien avec leur mère. L'affaire Modolo, elle, a fait l'objet d'un appel à Nice en 2011. Barbara Jean-Louis et Franck Julien ont pris 3 ans de moins, 20 et 25 ans. Aurélie Piteux, 1 an de plus, 20 ans de réclusion. La peine de Planquel, elle, n'a pas bougé, 30 ans.